Nous faisons face à certaines difficultés. Comme je l'ai dit, l'entreprise passe à une phase de croissance et il était nécessaire d'augmenter ici les fonds de roulement. Mais cela ne découle pas seulement des spécificités de notre entreprise, c'est en fait une conséquence de toutes les lois du marché, de toutes les lois de la construction d'une entreprise. Et c'est à ce moment-là que nous sommes confrontés au fait que l'un de nos partenaires clés change, annonce un changement de stratégie dans son activité. Il annonce une diversification, une multiprojectisation. Et malheureusement, il faut dire que pour nous, cela ne signifie qu'une seule chose, à savoir une réduction du financement. Et c'est sans doute une question tout aussi importante à laquelle j'aimerais passer dans la prochaine partie de notre discussion avec vous lors de cette émission. Anatoly Dmitrievitch, merci pour cette précision. Et ici, je voudrais plutôt adresser la question à Maxime Anatolievitch. Maxime Anatolievitch, dites-nous, commentez s'il vous plaît. Plus précisément, en tant que personne responsable de la communication avec les investisseurs lors de la phase de croissance et également en tant que personne chargée de la gestion des risques dans le domaine des investissements. Quelles décisions de gestion sont prises actuellement en lien avec la situation que je viens d'évoquer? Evgueni Olegovitch, je vous remercie pour ce que vous venez de faire. C'est un point très important concernant ce qui se passe en ce moment. Mais je peux dire avec assurance et souligner séparément que notre projet commun n'est confronté à aucune catastrophe financière. Et il n'y a pas un seul événement qui aurait soudainement détruit notre projet commun, car ce qui s'est passé avec l'un des partenaires d'investissement sur l'une des plateformes de crowd investing est une circonstance opérationnelle et financière. Mais en aucun cas ce n'est pas un défaut fondamental de la technologie ou de la stratégie de l'ensemble du groupe de sociétés GTI. Je suis convaincu que beaucoup de nos investisseurs comprennent que pour toute plateforme innovante, l'investissement aux étapes d'infrastructure est toujours lié à une coordination étroite de la levée de capitaux. Et parfois, les architectures financières, les méthodes, les instruments changent parce que cela fait partie du développement du marché et de la demande d'investissement. C'est logique, c'est tout à fait normal. Et ce dont nous avons vraiment besoin maintenant, c'est de constituer un coussin de sécurité concret et stable. En effet, comme vous l'avez dit, Evgueni Olegovitch, et comme l'a confirmé Anatoly Eduardovitch, nous poursuivons notre travail et c'est maintenant le plus important. L'élargissement de l'échelle, l'optimisation des coûts, ainsi que la construction d'un modèle financier elle sera plus stable même pendant les périodes de turbulence du marché. Et j'en suis profondément convaincu. La technologie UST possède non seulement un potentiel commercial, mais aussi une importance historique en tant que système de transport de nouvelle génération. Écologique, économe en énergie et économiquement justifié. Donc la situation actuelle n'est même pas un repli. C'est un moment de transformation maîtrisée. Et nous sommes prêts à le traverser. Parce que cette transformation sera suivie d'une phase de véritable croissance de l'industrialisation et, en fin de compte, de succès commercial. En quoi est-ce que je crois profondément et fermement. Et j'en suis convaincu. Merci Maxime Anatolievitch, c'est une réponse brillante à mon avis, qui inspire vraiment un grand optimisme. Mais vous dites que la transformation maîtrisée est en fait une sorte de moteur pour une croissance future, et c'est une pratique courante à l'échelle mondiale. Mais j'ajouterais aussi que, de manière générale, la situation le permet. J'ajouterais que, globalement, ce genre de situation, on peut dire, n'est pas vraiment inhabituel, mais se rencontre assez fréquemment. Et le mécanisme de réaction habituel consiste à renforcer, disons, la stabilité financière. C'est ce cadre opérationnel dans lequel nous travaillons. Et ici, comme pour toute autre entreprise dans une telle situation, je dirais qu'il y a deux voies possibles. La première consiste à réduire les compétences clés. J'entends par là, bien sûr, l'équipe d'ingénierie, l'équipe scientifique, l'école de recherche que nous avons, c'est-à-dire le personnel. Mais il existe une autre voie, en effet, c'est de mobiliser rapidement des fonds de roulement en utilisant pour cela des instruments de marché qui permettent justement de préserver l'équipe et d'assurer la continuité et la cohérence du travail. Et bien sûr, ici, à mon avis, je pense qu'il est difficile de ne pas être d'accord avec cela dans l'ensemble. La première voie, ou plutôt la seconde, c'est-à-dire la préservation de l'équipe, la préservation des compétences accumulées, est stratégiquement plus juste, car sur le long terme, c'est précisément l'équipe qui est le facteur déterminant.
Et à ce propos, Anatoly Dmitrievitch, j'ai sans doute une question pour vous. À ce moment-là, au moment de la montée en puissance, lors du passage à la prochaine étape du développement technologique, ai-je raison de comprendre que l'essentiel, le plus important, c'est de savoir qui va développer notre technologie et sur quelle base ? Parce que ce n'est pas un plan ou un prototype isolé qui est mis à l'échelle, mais, pour ainsi dire, la logique d'ingénierie, l'école d'ingénierie, les compétences d'ingénierie. La capacité de reproduire sans cesse, encore et encore, nos solutions fondamentales. Et vous, nous en avons beaucoup parlé. Au cours des dernières décennies, nous avons réussi à former une équipe unique de concepteurs, d'ingénieurs et de chercheurs. Nous avons parcouru ensemble un long chemin. C'est en réalité un cas rare lorsqu'une entreprise d'ingénierie privée de surcroît parvient à accomplir cela, surtout dans un secteur aussi complexe. Et la question suivante, à mon avis, est tout à fait fondamentale. Elle ne concerne pas tant les projets actuels, ni les modèles financiers, mais bien le fondement, sans lequel aucune mise à l'échelle n'est possible. Anatoly Eduardovitch, pourriez-vous commenter, s'il vous plaît, en quoi réside la valeur de l'école d'ingénierie que vous avez créée et à quel point est-ce une tâche difficile ? En général, il s'agissait de créer un tel collectif et de le maintenir dans le cadre d'un même projet, ce qui n'est pas négligeable. Eh bien, c'est en réalité l'une des questions les plus fondamentales, je dirais même la question la plus fondamentale, parce que toute technologie complexe, et la nôtre est structurante pour le secteur, ce ne sont pas tant les gadgets, les brevets ou les solutions d'ingénierie individuelles, ce sont avant tout les personnes et la culture de la pensée, du travail, de l'ingénierie. Et je tiens aussi à souligner que notre civilisation, qui autrefois était composée de peuples primitifs, a été créée précisément par des ingénieurs. Regardez autour de vous, regardez-vous ce que vous portez, ce que vous mangez, sur quoi vous êtes assis, sur quoi vous vous déplacez, volez, ce que vous regardez, la télévision, l'iPhone, etc. Tout cela a été créé par des ingénieurs. C'est la spécialité principale. Et les nouveaux secteurs sont aussi créés par des ingénieurs. Mais ils doivent être des spécialistes de ce secteur et non d'un domaine connexe. Et il n'y avait pas de spécialistes des technologies à câble auparavant, n'est-ce pas ? Et quand nous parlons de mise à l'échelle, il est très important de comprendre que ce n'est pas tant la mise à l'échelle de la structure elle-même, ce n'est pas tant la structure en acier ou en béton, mais plutôt la logique implacable qui sous-tend toutes ces solutions. Autrement dit, ici, l'essentiel, ce n'est ni le métal, ni le béton, mais les gens, les spécialistes, les concepteurs, les ingénieurs, les designers. Des scientifiques, des chercheurs, des économistes, eux aussi sont nécessaires ici, au final. Et donc, si cette logique d'ingénierie n'existe pas, si elle n'est pas reproduite au sein de l'équipe, la technologie reste artisanale. Et ce, même sur le papier, même en présence de certaines réalisations formelles. Et dans notre cas, nous sommes arrivés assez tôt, moi y compris, à la compréhension que pour créer une véritable industrie, le secteur du transport et des infrastructures, ce n'est pas un système, c'est un ensemble, une direction à part entière. Il est impossible de s'appuyer uniquement sur le modèle classique de l'ingénierie salariée. On nous a donné des ingénieurs, on leur a fixé des tâches, on leur a payé un salaire, ils ont fait le travail. C'est ce qu'a fait Hyperloop. Ils ont réuni 2 milliards de dollars, ont travaillé pendant 10 ans l'idée du Hyperloop, mais ils n'ont rien accompli. Ils ont reconnu leur impuissance. Les ingénieurs et les designers ont dessiné de belles images. Tout est formidable, tout est parfait. Mais il n'y a pas de technologie. Et l'argent a été dépensé. Et les investisseurs ont perdu cet argent. C'est pourquoi nous avions besoin de notre propre école d'ingénierie. Parce que les technologies ne sont pas créées par des étudiants comme ils le voulaient chez Hyperloop, mais des spécialistes et même des professionnels hautement qualifiés dans des domaines très pointus. Parce que c'est une chose de créer un moteur rétro unique et c'en est une autre de concevoir une aérodynamique unique ou de construire une structure surélevée qui doit être solide, rigide, etc. Autrement dit, il faut des spécialistes partout et avec un niveau de professionnalisme élevé. Et chacun a ses propres méthodologies, ses propres approches en matière de conception, d'essai et de prise de décision. C'est pourquoi, rien que dans nos bureaux d'études et dans des structures comme les bureaux, les laboratoires, les départements, etc.,
il y en a plus de 60. Et une école d'ingénieurs, ce n'est pas simplement un ensemble de spécialistes. Bon, un ensemble de spécialistes, d'accord. Par exemple, des pilotes. Sinon, ils ne pourraient pas voler. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Voler. Tous les avions s'écraseraient et tout le monde périrait parce qu'ils ne sont pas formés. Ils ne savent pas piloter un avion, car auparavant, ils travaillaient et étudiaient ailleurs. C'est pourquoi il nous a aussi fallu former ces milliers d'ingénieurs. Et ce n'est qu'après cela qu'ils ont pu produire des résultats d'ingénierie. Et cette compréhension commune de la façon dont le système fonctionne dans son ensemble, depuis la structure de la voie et le matériel roulant, jusqu'à l'automatisation, la sécurité, l'exploitation, l'interaction avec l'environnement, et cette capacité de l'ingénieur à parler un langage commun, à ne pas voir uniquement les composants séparés, mais l'ensemble du système. Et les systèmes connexes, car nous ne sommes pas dans le vide, nous interagissons aussi avec la nature et l'environnement. Et il faut voir et comprendre tout cet ensemble. C'est cela le plus important, le plus essentiel. Créer une telle école, c'est une tâche extrêmement difficile et surtout longue. Et j'étais le seul dans cette école, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai commencé à la créer. Ce travail a été accompli et il était impossible de le faire, de l'acheter ou de le former, même si l'on donnait des milliards de dollars, comme pour l'Hyperloop, et alors? On ne peut pas créer cela avec de l'argent, simplement, et pas en 1 an ni en 2. En 10 ans, Hyperloop n'a pas réussi à former des équipes ni une école. Et c'est pourquoi, dans notre cas, cela a été un processus long et complexe, qui se poursuit encore aujourd'hui. La formation de nos propres spécialistes, et notamment des principaux spécialistes. Chez nous, les ingénieurs en chef, les principaux spécialistes, ce sont tout simplement des ingénieurs, des concepteurs, etc. Il y a des ingénieurs en chef de projet, des chefs de bureau d'études, des laboratoires, et ainsi de suite. Voilà la combinaison de la science fondamentale et de l'ingénierie appliquée, l'accumulation d'une expérience pratique sur des objets réels. Et c'est cela qui a donné ce résultat. C'est précisément pour cette raison que nous avons tant accordé d'attention non seulement à la création de la technologie, mais aussi au développement de la base scientifique et technique. Le travail avec de nouveaux matériaux, les calculs, les expériences, les essais, etc., se faisait en parallèle avec la conception de complexes spécifiques, c'est-à-dire le tournage, les supports, les machines, les systèmes de contrôle. Et au final, l'entreprise a obtenu une accréditation parce qu'on nous a remarqué, on a vu notre niveau, c'est pourquoi nous avons reçu l'accréditation auprès de l'Académie nationale des sciences et des structures scientifiques d'État. C'est un statut très rare pour une organisation d'ingénierie privée et en fait, la reconnaissance de la maturité de nos compétences scientifiques et techniques, il faut dire qu'en termes d'indicateurs, nous occupons probablement aujourd'hui la première place en Biélorussie parmi les organisations scientifiques privées et par certains de nos résultats scientifiques, nous dépassons même certains instituts de l'Académie des sciences de Biélorussie. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons constitué une école d'ingénierie solide. Une grande école, une école complexe, avec probablement près de 100 spécialités. Elle est capable non seulement de créer des solutions uniques, mais aussi de les reproduire, de les adapter à des tâches réelles, à des conditions thématiques concrètes, au relief du terrain, au sol, et ainsi de suite. Et les exigences des clients peuvent aussi être spécifiques. C'est là la différence clé entre le développement expérimental et la technologie industrielle. C'est précisément l'existence d'une telle école, une école d'ingénierie, qui rend possible la mise à l'échelle sans perte de qualité ni de sécurité. Et c'est justement pour cela que pour nous, la préservation et le développement de l'équipe d'ingénieurs sont essentiels, car si nous la perdons, nous ne pourrons plus la reconstituer. Ce n'est pas simplement une question de dépenses courantes, mais une priorité stratégique. Et c'est notre ressource stratégique que nous avons créée et elle ne doit pas être perdue. Et sans cela, il est impossible d'assurer un développement technologique durable, un succès commercial à long terme, la réalisation de projets ciblés ou d'obtenir là-bas
des revenus, des bénéfices, des récompenses, et ainsi de suite. Sans cela, rien de tout cela ne sera possible. Eh bien, je pense avoir répondu assez en détail, Evgueni, n'est-ce pas? Oui, Natalia Anatolievna, comme toujours, vous avez expliqué les choses très en détail. Je pense qu'en effet, concernant le fait que le groupe de société est déjà en phase de montée en puissance, nous avons réussi, j'espère, à transmettre cette idée à ceux qui nous regardent. Et par exemple, dans cette même, ou plutôt dans la même stratégie de développement du groupe GTI jusqu'en 2035, publiée il n'y a pas si longtemps, à la fin de l'année dernière, il est dit en particulier que la phase de montée en puissance est l'une des plus complexes et des plus exigeantes en ressources. Elle nécessite non seulement la présence de solutions d'ingénierie, mais aussi une structuration organisationnelle solide et une architecture financière capable de soutenir cette croissance. Si l'on parle de notre proximité avec l'objectif, je veux dire la création de la plus grande entreprise de toute l'histoire de l'humanité, je dirais que nous sommes exactement là où un projet d'infrastructure complexe doit se trouver dans notre situation avant de passer à l'échelle industrielle. Nous ne sommes pas au point d'achèvement ni dans une zone d'incertitude. Et la suite de notre progression, son succès, ne dépend plus ici de la démonstration de l'idée, nous l'avons déjà prouvé, mais de la manière dont la stratégie sera construite, à quel point elle sera contrôlable et maîtrisable. C'est justement cette stratégie de passage à l'échelle, et bien sûr la tactique également. Et en ce qui concerne probablement dans ce contexte la composante investissement, il faut dire que c'est pourquoi dans la stratégie, il est clairement indiqué que la phase d'investissement du projet dans laquelle nous nous trouvions depuis la création jusqu'à aujourd'hui, dans tout projet, il y a une phase d'investissement, puis une phase de clôture financière, puis une phase où le projet commence à générer des revenus. Si l'on structure tout ainsi la phase d'investissement, malheureusement ou heureusement, et si l'on part du principe que nous sommes exactement là où nous devons être, alors nous l'acceptons simplement. Comme un fait établi, cette phase n'est pas terminée. Et malheureusement, le crowd investing continue de jouer ici l'un des rôles clés qu'il a joué au début et qu'il joue encore aujourd'hui. Au stade de la mise à l'échelle, il continue de conserver ce rôle. Maxime Anatolievitch, j'ai sans doute une question pour vous ici. Car nous comprenons bien qu'au stade de la mise à l'échelle, la question clé devient celle d'un cadre opérationnel durable et de la gestion des flux financiers. Pouvez-vous nous expliquer ici quelles décisions de gestion et quelles décisions organisationnelles sont prises actuellement afin d'assurer un fonctionnement stable, de créer une base pour ce que nous faisons aujourd'hui et pour que nous puissions garantir les conditions de ce que l'on appelle une croissance durable à court et à long terme? Oui, Evgeny Olegovitch, merci. Je vais justement poursuivre le cadre stratégique qu'a défini Anatoly Dvorkovitch. Et je passerai à l'aspect pratique des questions de gestion et d'accompagnement des investissements, précisément au stade de la montée en échelle. Lorsque l'entreprise passe de la validation de la technologie à la croissance industrielle, ce n'est plus tant l'existence même du projet qui devient essentielle, mais plutôt la stabilité de l'environnement opérationnel et d'investissement. Cela inclut la prévisibilité des flux financiers, la maîtrise des dépenses, la transparence des procédures et la capacité à s'adapter aux changements de l'environnement extérieur. C'est précisément ce qui est au cœur de la stratégie de GTI et cela est identifié comme l'une des étapes les plus complexes et les plus cruciales. À la phase actuelle, nous sommes effectivement confrontés à une augmentation des exigences en matière de fonds de roulement. Et en réalité, cet objectif, car les coûts liés à la conception, à l'accompagnement des projets commerciaux ciblés, à la certification, à la préparation à la construction, à l'organisation de la coopération internationale et au soutien de l'équipe d'ingénierie augmentent. Pour des projets d'infrastructure de cette envergure, ce n'est pas une déviation par rapport à la norme. En effet, c'est une régularité. C'est pourquoi aujourd'hui, notre travail s'articule autour de 3 axes. Stabilisation, adaptation et développement. Et donc, si l'on prend le premier point que j'ai mentionné, la stabilisation du périmètre opérationnel, qu'avons-nous fait? Nous avons, à l'heure actuelle, renforcé la discipline financière et établi des priorités dans la répartition des dépenses, en distinguant clairement les coûts absolument nécessaires des dépenses secondaires. Mais il est important, en ce moment, de préserver et d'augmenter ces moyens proportionnellement à l'accroissement du volume de travail.
L'ingénierie et la conception constituent le cœur de métier d'UST, car ce sont ces compétences qui façonnent la valeur à long terme du groupe GTI. Eh bien, Anatoly Dorich parlait précisément de cela. Oui, de l'école scientifique en particulier, oui, parce que... Tout à fait exact, et c'est ce qui rend possible une mise à l'échelle ultérieure. Sans ce noyau dont Anatoly Eduardovich a parlé, que j'ai mentionné, toute croissance ultérieure sera tout simplement impossible. Deuxièmement, l'adaptation des infrastructures d'investissement. Ici, le financement participatif continue de jouer un rôle important, comme il l'a fait tout au long des 11 années de création de la technologie de transport par corde. Mais en même temps, à mesure que le projet grandit, il devient nécessaire d'avoir une structure plus organisée et gérable. Et merci. Une architecture transparente. C'est précisément dans cette logique que nous avons commencé à préparer à l'avance le lancement de la plateforme d'investissement. Micron Global, qui est créé comme un outil spécialisé pour accompagner les projets du groupe d'entreprises GTI lors de la phase de mise à l'échelle. Il ne s'agit pas de remplacer les solutions existantes, mais de former un cadre partenarial durable, axé sur le financement à long terme. Une procédure transparente et des règles claires d'interaction pour tous les investisseurs. Et ici, je tiens à souligner un point très important. Micron Global est développé en tenant compte des leçons tirées des années précédentes de travail avec différents formats d'investissement. Cela concerne aussi bien l'architecture juridique que les procédures de divulgation d'informations, ainsi que les mécanismes de conversion et de réalisation des parts. Ces éléments sont décrits dans la stratégie GTI comme faisant partie du cycle d'investissement du projet. Je pense qu'ici, Evgeny Olegovitch, notre orientation est claire. Eh bien, il est clair ce que nous indiquons. Ainsi, l'importance du crowd investing en tant qu'outil garantissant la possibilité même d'une croissance durable et d'une expansion future. Et Micron Global, justement, d'après ce que nous comprenons tous aujourd'hui, se présente désormais comme la toute nouvelle plateforme innovante destinée au crowd investing. En prenant méticuleusement en considération l'ensemble des informations ainsi que l'expérience acquise précédemment, cette structure continue de soutenir de manière extrêmement efficace et pérenne le projet dans sa globalité, tout en devenant un système beaucoup plus transparent, nettement plus ouvert et rigoureusement limpide pour tous les utilisateurs. Exactement. Et maintenant, je vais mettre l'accent sur le troisième point que j'ai mentionné. Il s'agit du développement de la préparation à la prochaine phase de croissance, où le crowd investing sera également utilisé. Parallèlement à la résolution actuelle des questions de stabilisation et de réorganisation du contour d'investissement, nous prévoyons, dans un avenir proche, de travailler à l'élargissement du portefeuille de projets qui reposent tous sur des technologies dont l'auteur est Anatoly Blardovich-Unitsky. Nous nous efforçons d'organiser nos activités selon une logique commune et dans la structuration du groupe de sociétés GTI à l'approche de la future introduction en bourse et du début du versement des rémunérations. Et c'est ici que je souhaite souligner un point fondamental. Nous évitons délibérément de faire des promesses concernant les délais et les montants de rentabilité. La stratégie de GTI comporte une formulation claire et une fixation du fait que les projets d'infrastructure dépendent de nombreux facteurs et nous les connaissons très bien avec vous. Et notre tâche, surtout en cette période, n'est pas de déclarer des résultats rapides, mais de créer progressivement les conditions pour des indicateurs financiers stables, ainsi qu'une croissance à long terme de toute la capitalisation des technologies. Et dans ce sens, la période actuelle n'est pas une crise, c'est plutôt comparable sans doute à un test de maturité du modèle de gestion, car nous l'utilisons pour renforcer la discipline financière, comme je l'ai déjà mentionné, construire une infrastructure d'investissement plus résiliente et préparer le projet à la prochaine étape de son expansion. Mais déjà dans le cadre des principes qui sont fixés dans la stratégie GTI. Merci Maxime Anatolievitch. En effet, il est important de souligner ici que la situation à laquelle nous sommes confrontés, cette situation, en réalité, elle a un caractère opérationnel lié à des risques financiers opérationnels et non à des risques technologiques. Et les risques de premier plan, les risques opérationnels et financiers, sont justement des risques maîtrisables. Et comment les gérer? Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour cela, c'est écrit dans tous les manuels. Et une équipe aussi expérimentée que celle qui entoure actuellement le projet, j'en suis convaincu, saura y faire face. Mais en même temps, j'aimerais poser la question suivante.
D'après votre intervention, il est clair que vous associez vos principaux projets et que le groupe de sociétés les associe en termes de court investissement au lancement de la plateforme MicroN Global. En même temps, ici, autant que je sache, vous prenez déjà certaines mesures pour renforcer le contour d'investissement, comme vous l'avez dit, et le contre-projet hors saison. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces mesures afin que nous comprenions bien que la situation est effectivement sous contrôle? Oui, bien sûr, c'est exactement ainsi que nous agissons et toutes les décisions qui sont actuellement prises ainsi que les actions que nous mettons en œuvre sont clairement formulées. Elles sont choisies avec soin. Et en effet, le lancement de la plateforme Micron Global est un élément essentiel de notre développement futur. Du développement de l'infrastructure d'investissement. Cependant, à ce stade, nous utilisons les instruments de marché qui nous permettent d'assurer la stabilité du projet pendant la période de transition. Et c'est précisément dans cette période que nous nous trouvons actuellement. Dans une situation où l'un des partenaires d'investissement change le format de son activité, tandis que le groupe de sociétés entre simultanément dans une phase de montée en puissance. Avec une augmentation des tâches opérationnelles et des coûts, il devient nécessaire de s'adapter au modèle financier. Et ici, il ne s'agit pas de risque technologique ni de révision du modèle opérationnel. Il s'agit d'un déséquilibre à court terme. Un déséquilibre de financement opérationnel qui s'est produit à l'instant présent. Et il est caractéristique de telles phases de croissance dans les projets d'infrastructure. Dans ce cas précis, nous ne sommes pas des pionniers.